Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, notre voyage nous emmène à Paris. Il y a un peu plus de 100 ans, les Alliés sortaient victorieux de la guerre. Au lendemain de celle-ci, les Américains, entrés en guerre en 1917, imaginent alors un événement sportif international où s'opposeraient entre eux les soldats vainqueurs de la Grande Guerre. Perçu comme l'équivalent sportif du traité de Versailles, Paris accueille ainsi la première manifestation sportive post-guerre, les Jeux interalliés de 1919. Comme l'a dit l'historien Pierre Milza, 1919 est bien à des égards l'année des symboles. C'est symboliquement que la France, gravement meurtrie par la guerre, accueille à proximité de la capitale la conférence de la paix le 18 janvier 1919. Symbolique également est le lieu choisi pour la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919, la Galerie des Glaces du château de Versailles, l'endroit où en 1878, Bismarck et les dignitaires allemands de la Confédération de l'Allemagne du Nord avaient proclamé l'Empire allemand et signé le traité préliminaire de paix. Mais cette même année, Paris accueille un événement moins connu, mais tout aussi important, les Jeux interalliés. Un peu moins d'un an après la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis organisent, sur le sol français, une grande manifestation sportive internationale, autre que les Jeux olympiques, les Jeux interalliés. Ces Jeux se sont déroulés du 22 juin au 6 juillet 1919 au stade Pershing, du nom du général John Pershing, qui vient d'être construit dans le bois de Vincennes par l'armée américaine. 29 nations sont invitées par les États-Unis à participer à cet événement. 18 pays acceptent l'invitation, la Pologne et la Russie refusent cependant cet appel, pour des raisons politiques, marquées par les guerres civiles qui déchirent l'Empire russe depuis 1917. Enfin, au vu du nombre de ces Jeux, les pays vaincus, tels que l'Allemagne, ne sont pas présents et n'ont pas été invités à participer à cette quinzaine. Durant ces Jeux, ce sont les États-Unis et la France qui y ont porté le plus d'intérêt. Si l'on observe le classement à la fin de cette Olympiade, d'après-guerre, on s'aperçoit que les États-Unis, premiers, et la France, deuxième, sont loin devant. En effet, à titre de comparaison, l'Italie, qui se classe troisième, ne totalise que 45 points, alors que les États-Unis en comptent 120 et la France 104. Dans ces Jeux, l'aspect militaire est énorme, et ce, pour plusieurs raisons. Mais comment cet aspect militaire a pu se joindre à cet aspect sportif ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Depuis le débarquement des troupes américaines sur le vieux continent, le commandement militaire des États-Unis souhaite apporter un réconfort moral aux soldats de l'US Army, et ce grâce au sport, encouragé par la YMCA, Young Men's Christian Association. Lors de cette guerre mondiale, la YMCA accompagne le débarquement des troupes américaines, assure le bien-être des unités alliées dans les cantonnements, à travers ses foyers du soldat qui organisent des activités sportives. Un an après, en 1918, un membre de cette association, Edward Clark Carter, présente l'idée des Jeux entre pays alliés au commandant en chef, le général Pershing. Passé outre les interpellations de Clemenceau et Pétain, les autorités militaires donnent un avis favorable à cette manifestation. Ces Jeux interalliés se présentent d'abord comme un entraînement à la guerre. Les différents journaux américains comme Sporting News, énormément diffusés sur le sol américain, expriment la stricte relation entre sport et guerre. Tout d'abord, la boxe y est perçue comme le combat à la baïonnette, arme qui est présentée par le règlement d'infanterie comme l'arme suprême du fantassin et appelée la Rosalie par les journaux. De plus, le terrain de football est devenu un important champ de bataille d'entraînement de substitution pour les prouesses de combat des Américains. Enfin, il en est de même pour le baseball, timidement parvenu en France dans les années 1912-1913 avec la création de l'Union française de baseball. Dès 1917, la YMCA est responsable de l'entraînement physique des soldats dans toutes les bases d'entraînement aux États-Unis, comme la gymnastique, le basketball, le baseball, le soccer ou encore la boxe. Dans ces dernières années de guerre, on pensait que tous ceux qui étaient bons en sport auraient d'excellentes performances au combat, et l'exemple qui illustrait à plusieurs reprises ces similitudes était la relation entre le lancer de grenade et le lancer de batte de baseball. Ce sport, né en 1845, est présenté comme une arme militaire par les officiers américains en 1918. Pendant la guerre, les gros titres des journaux, comme Stars and Stripes, ont utilisé et abusé des métaphores du baseball pour décrire les opérations militaires. Uncle Sam Pinch hitting on Western Front. L'oncle Sam Pinch frappe sur le front occidental. Ou encore Yanks nip and rally in Belleau Woods. Les Yankees étouffent le rassemblement des Huns dans le bois Belleau. Avant les Jeux, on a donc une préparation athlétique qui est très bien organisée pour les troupes américaines qui ont débarqué un peu partout en Europe. Dès la programmation de ces Jeux, une importante phase de préparation physique se met en place dans la poursuite des entraînements des soldats nord-américains. L'historien Thierry Terret
estime qu'entre les mois de janvier et de mai 1919, des épreuves de masse dans une vingtaine d'activités ont amené plus de 28 millions de participations cumulées aux compétitions et autant d'entrées dans les tribunes. Mais le but de ces jeux est de symboliser la fraternité avec le peuple et le retour de la paix. L'article 3 de la charte olympique stipule d'ailleurs que le but de l'olympisme est de mettre partout le sport au service du développement harmonieux de l'homme en vue d'encourager l'établissement d'une société pacifique soucieuse de préserver la vie humaine. Dès lors, les journaux ont utilisé le terme d'olympiade militaire comme le journal La Vie au grand air du 15 juillet 1919. D'après le rapport du major d'infanterie George White et du capitaine d'artillerie Joseph Mill Hanson, les Jeux marquent pour un grand nombre de soldats des diverses armées alliées la fin de la Grande Guerre et le début de la paix, la plus grande et la plus heureuse que le monde ait connue. Mais les Jeux cachent en fait un problème, celui de la démobilisation. Il faut savoir que la compétition n'est ouverte qu'au personnel militaire ayant participé au combat de la Première Guerre mondiale du côté des Alliés, et cela est la conséquence de la lente démobilisation des soldats. En effet, les puissances victorieuses se sont efforcées de ne pas démobiliser leurs troupes trop précipitamment. Dans ses nombreuses interventions devant le Congrès, le président Wilson a réaffirmé le fait qu'il était nécessaire de garder une certaine vigilance face à l'Allemagne et de réorganiser progressivement l'économie. Ainsi, le gouvernement américain a poursuivi ses commandes de guerre pour éviter toute déstabilisation, et ce jusqu'à l'été 1920. Cela pourrait donc être une période de désordre pour les soldats qui se sont battus loin de chez eux. Dès lors, les Jeux apparaissent comme une réponse, et Elwood S. Brown, directeur du Department of Athletics, en 1918, explique son argument aux autorités militaires. Quand cette activité cessera, en l'occurrence la guerre, aucun programme mental, moral ou social ne pourra compenser le besoin existant. L'activité physique créera la demande, les Jeux en constitueront la réponse. Le sport permet donc de diminuer les tensions morales, d'où le fait que le commandement américain, après la guerre, ont eu recours à des pratiques sportives de haute intensité comme la boxe, le basket ou encore l'athlétisme. C'est dans ces conditions que ces Jeux se sont présentés comme l'occasion d'un retour à un état de vie physiquement et socialement acceptable pour les troupes selon les termes de Thierry Terret, en ajoutant que la compétition n'est donc pas conçue comme un miroir de la guerre, mais comme un moyen d'en rendre la fin plus supportable. Finalement, ces Jeux ont comporté un certain nombre d'épreuves. Les Américains ont dominé la majorité des courses d'athlétisme, mais aussi le baseball, le basketball ou encore le tir. Les Français, quant à eux, ont excellé au tennis, au rugby, au golf, en équitation, en lutte et en escrime, malgré les vaillances de l'équipe portugaise, remerciée par John Pershing. On voit d'ailleurs à travers les épreuves de tir et d'équitation le côté très militaire de la compétition. La natation voit quelques succès français, même s'ils sont battus en water-polo par la Belgique. Les victoires en boxe sont partagées entre Français et Américains. Enfin, le football voit quant à lui le nouveau pays créé en 1918, la Tchécoslovaquie, prendre le dessus sur l'équipe française. De plus, de nombreux soldats sportifs se sont fait connaître, comme c'est le cas du sprinter Charles Paddock, lieutenant artilleur durant la guerre, mais aussi de Jean Vermeulen, blessé sur le front par plus de 17 éclats d'obus, vainqueur du cross-country de 10 000 mètres et du marathon modifié de 16 km, ou encore de Philippe Struxiano, rugbyman blessé au combat, qui a permis à la France de battre les États-Unis 8-3 en marquant tous les points de l'équipe de France. Après la Seconde Guerre mondiale, des Jeux interalliés se sont déroulés, notamment à Rome en 1945, puis à Berlin l'année suivante. Mais ils ont été nettement moins importants que ceux de 1919, Jeux qui se voulaient comme une célébration de paix et qui ont été l'occasion pour les États-Unis d'importer en France, mais généralement en Europe, la culture sportive américaine et ses valeurs. Pour ce travail, ma principale source a été évidemment le livre de George White et Joseph Mill Hanson, The Interrelated Game in Paris, qui relate l'intégralité des événements qui se sont déroulés durant ces Jeux de 1919. Mais pour plus de recherches, je vous conseille vivement de lire le livre de Thierry Terret, Les 4 enjeux des Jeux interalliés de 1919, paru en 2003, ainsi que le numéro 251, Le sport et la Grande Guerre, paru en 2013 dans la revue Guerre mondiale et conflits contemporains.